Jamais de la vie je n'aurais pensé être habillée en mariée. Cette jeune femme a 30 ans, elle est de nationalité argentine. Elle s'appelle Monica. C'est magnifique. Dans 15 jours, Monica doit se marier. Aujourd'hui, elle choisit sa robe. C'est le plus beau jour de sa vie. Mes sœurs, ma mère, toutes les femmes de ma famille se sont mariées en blanc. Maintenant, c'est mon tour. Jamais je n'aurais imaginé ça. Le fiancé, ou plutôt la fiancée de Monica, s'appelle Camille. C'est une Parisienne de 46 ans. Elle a choisi une robe un peu moins vaporeuse. C'est un côté un peu plus viril. Oh, ça, c'est sûr, on veut, hein. C'est mon côté Sissi Butch, non? Pour leurs noces, elles ont déjà tout prévu. Et puis il y a la neige qui va tomber, on va tourner la boule. Très bisous, ma chérie. Malgré les apparences, Camille et Monica sont en réalité deux hommes transsexuels. Et ils ont bien l'intention de s'unir pour la vie. C'est un rêve. Je ne sais pas si ça va pouvoir se réaliser, mais... Mais je te promets, si tu le veux bien, ça se concrétisera. Vraiment. J'espère. Bien sûr, ma chère. Le 11 avril, Camille et Monica déposent un dossier de mariage ici, à la mairie de Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne. Sur le papier, il s'agit d'un mariage hétérosexuel, mais quand l'adjoint au maire examine le dossier de plus près, il n'en croit pas ses yeux. Oui, si ce pauvre Napoléon III était là, lui, son devancier, c'est-à-dire Napoléon Ier, dirait que le code civil n'a pas été fait pour ça. Bon. Immédiatement, il en informe le maire. Camille et Monica ne le savent pas encore, mais la salle des mariages dans laquelle elles veulent célébrer leur union leur sera peut-être interdite. Comme son adjoint, Patrick Ollier, le maire UMP de Rueil-Malmaison, voit cette union d'un très mauvais œil. Je vais avoir le bordel dans ma ville. C'est à la Marche des Fiertés, en juin 2004, que Camille et Monica se rencontrent. Elles défilent toutes les deux sur le char réservé aux transsexuels et aux travestis. Au premier regard, c'est le coup de foudre. Elles décident de vivre ensemble au domicile de Camille, à Rueil-Malmaison, une banlieue chic et paisible. C'est donc tout naturellement dans cette ville qu'elles veulent célébrer leur union. Bonjour. Mais le 20 avril dernier, le maire transmet le dossier à la justice. Bonjour. Moi, je veux savoir qui se marie. Alors, nous avons affaire à une personne qui s'appelle Camille Barré, qui est employée municipale d'ailleurs, qui était un homme qui a changé de sexe et qui est devenu aujourd'hui Camille Barré, avec un jugement de tribunal et un changement de sexe qui est officiel avec un changement d'état civil. Aucun problème de ce côté-là. Qui veut se marier avec quelqu'un qui aujourd'hui a les apparences d'une femme, s'appelle Monica, avec des seins, avec des formes et d'ailleurs une attitude et une vie et une féminité que personne ne peut contester, et qui a néanmoins un état civil argentin au nom de Benito León. Donc, question pour le maire, qui va-t-il marier ? Voilà. L'histoire de Camille et Monica, c'est l'histoire de deux petits garçons au parcours hors du commun. Gilles, à droite, et Benito, à gauche. Gilles est né à Paris et Benito à Salta, en Argentine. Gilles grandit dans le 16e arrondissement de la capitale, une mère concierge, un père absent. Gilles est un enfant renfermé et un jeune homme mal dans sa peau. Benito découvre très jeune sa féminité. À 15 ans, il s'habille comme une femme et se fait appeler Monica. À 40 ans, Gilles se fait opérer pour devenir une femme. Gilles devient Camille. Je m'appelle Camille Joséphine Barré, je suis née mâle, j'ai fait un parcours transsexuel pour être une femme et je n'ai pas besoin du regard des hommes pour savoir si je suis une femme. Mon nom est Monica León, je suis transgenre avec une identité féminine, mais je suis née homme et j'ai gardé mon pénis. Je suis personnellement décidé de tout mettre en œuvre, je le dis très clairement et sereinement, pour que ce mariage n'ait pas lieu à Rueil dans les conditions qui sont celles qui me sont quasiment imposées.
Camille et Monica partagent un 2 pièces dans le centre-ville de Rueil avec leurs 3 chats. Et comme tous les matins, c'est Camille qui prépare le petit déjeuner pour sa femme. Bonjour Camille. Ouais, non. Tu oubliais? T'es magnifique. Au saut du lit, tu fais peur. Ah. Les 2 jeunes femmes ne vont plus rire très longtemps. Dans le courrier du matin, une lettre du procureur de la République. Mauvaise nouvelle, leur mariage est suspendu. Donc j'ai l'honneur de vous informer que monsieur l'officier de l'état civil de Rueil-Malmaison m'a fait savoir que le mariage que vous envisagez de contracter avec monsieur Benito Martin León pourrait être annulé sur le fondement de l'article 146 du Code civil pour absence de consentement matrimonial. C'est n'importe quoi et ça me met très en colère. Il semblerait que ce soit un mariage sous contrainte en quelque sorte. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière la tête du procureur ou de l'officier d'état civil pour argumenter de cette façon? C'est juste un obstacle, mais on va se marier. Voilà. C'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. Monica a déclaré la guerre à un système aberrant. Et moi aussi. Le consentement des époux, c'est ce que la justice met en cause. Pour elle, cette union pourrait cacher un mariage blanc ou un mariage forcé. Le procureur veut enquêter pendant 1 mois pour connaître les intentions réelles du couple. Camille et Monica sont furieuses, leur mariage risque de ne pas se tenir à la date prévue. Aussitôt, elles contre-attaquent, elles font appel à un avocat parisien, Maître Pierrat. Bonjour. Venez. Oh, allez. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Donc, je vous explique. Ce qu'on va faire. Le document dit qu'en l'occurrence, vous n'êtes pas consentante. C'est-à-dire que toi, Monica, tu ne serais pas d'accord pour épouser Camille. Que ce serait un mariage forcé en quelque sorte. Oui, qu'on t'aurait forcé à te marier. Non, c'est pas vrai. Donc, je conteste la décision du maire. D'accord. Je suis certain que ce mariage aura lieu. Je vais plaider le fait qu'elles sont bien un homme et une femme pour l'état civil, qu'il n'y a donc aucune opposition à ce qu'elles se marient. Donc ça ne sert à rien de faire de la résistance idiote et abusive de la part de la mairie ou du maire. Je trouve ces arguments honteux, humiliants et discriminatoires et j'entends bien le faire juger comme tel. Des arguments que le maire maintient envers et contre tout. Le premier magistrat de Rueil est sûr de son bon droit. Il s'appuie sur la tradition et sur les fondements de l'institution du mariage. Le mariage est fait pour clairement marier 2 personnes, je le répète, de sexe opposé, en vue de créer une famille, d'avoir des enfants et de vivre... L'intention d'avoir des enfants. L'intention d'avoir des enfants. Adopter. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, c'est vous qui m'apprenez la bonne nouvelle, mais là non plus, ce n'est pas le problème que j'ai à traiter. Si tu veux bien ne pas te mettre devant moi, s'il te plaît. Non, c'est pas possible. Est-ce que tu veux ne pas te mettre devant moi, s'il te plaît? Dans son combat, le maire n'est pas seul. Dans les rues de Rueil, le mariage des transsexuels fait jaser. J'aimerais bien vous soutenir par rapport à ce mariage. Vous savez que... Ah non, nos transsexuels. Voilà, vous savez que moi, on en parle beaucoup. Ah bah je sais qu'on en parle. Je ne veux pas 10 mètres sans qu'on en parle. Les Rueillois sont avec vous, ils tenaient bon. Voilà, c'est ça qu'on voulait vous dire. Faut pas les marier? Non. Non. On vous soutient. On vous soutient. C'est sympa. Ouais. Merci. On est nombreux à vous soutenir. Je tiendrai bon. Moi, de toute façon, je donne raison à monsieur le maire. Parce que monsieur le maire, il a bien fait son travail, il est bien intervenu. Mais j'ai confiance de toute façon à monsieur le maire. Merci. Merci. Demain. Comment ça va la famille? Salut monsieur Calu. Monsieur Patrick. Ça va? Donc on va faire un truc là, petite Camille. Ah! C'est un vrai cas de conscience pour moi, hein, parce que c'est... Où est le cas de conscience? Où est le cas de conscience, Patrick? Tu es le représentant de la ville, tu dois... Ah non? Et Monica, pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est un homme ou une femme? Tu sais que dans la boucherie, nous... Je vais t'expliquer, dans la boucherie, on va à Rungis. Quand on veut choisir une bête, on la touche. Pour savoir si elle est bonne ou pas bonne. Là, tu entres dans des problèmes. Elle est bonne, ma scalope, elle est bonne.
allez bien? Ça va, Bonjour madame, ça va? Je fais ma patrouille. Oui. Ça va? Nous sommes avec vous, il ne faut pas céder. S'il faut manifester, on est là. Manifester? Oui, on ira jusqu'à manifester. Je comprends pas. Dire que ça me renforce dans ma position, non, parce que ma position est claire. Que ça me sécurise dans ma position, oui. Car pour un élu, il est important de savoir qu'il bénéficie de la confiance de ses citoyens. Et c'est tout à fait logique. Mais je veux que tout soit clair dans l'esprit de tout le monde. Je suis déterminé à tout mettre en œuvre pour que ce mariage n'ait pas lieu. C'est clair. Sans Monica, Camille est une femme seule. Toute sa famille lui a tourné le dos. Son dernier soutien, la tante Yvette. Oui, c'est moi. Ce matin, Camille vient lui présenter sa fiancée. Je te présente Monica, tante Yvette. Yvette, c'était l'amie de ma mère. C'était une des amies de ma mère, plus exactement. Et elle m'a beaucoup aidée pendant mon parcours. Voilà. Quand elle a été opérée, je lui ai souhaité la bienvenue avec un gros bouquet. Bienvenue parmi les filles. Très bien. Ben voilà, tu vois, Monica t'invite à ses côtés. D'accord. Ah, ça me fait plaisir. Non, ça me fait plaisir. Surtout pour Camille. Parce qu'elle attend depuis longtemps le bonheur. Hein. C'est pas trop tôt, là. T'as bien compris la situation, c'est-à-dire que Monica, contrairement à moi, n'est absolument pas opérée. Parce qu'elle tient l'intégrité de son corps. Et voilà, c'est sans doute ce qui gêne que Monica soit équipée généreusement. Mais quand tu maries, regarde pas là, non? Ben oui, mais c'est ça le problème. Non, mais ça, c'est ça que je comprends pas. Voilà. L'amour, c'est le plus important. L'amour et les sentiments. Absolument. Monica, elle aussi, a mis beaucoup de temps avant de rencontrer l'amour. Jusque-là, sa vie ressemblait plutôt à un chemin de croix. Arrivée en France il y a 1 an, Monica est sans travail. Elle se pue dans le bois de Boulogne pendant 6 mois avant de s'installer chez Camille. Je ne savais pas que tu travaillais par là. C'était mon trône. C'est là où je travaillais tout le temps. Chacune a son petit bureau. En fait, c'est un coin sous un arbre pour se protéger de la pluie. Tu balaies, tu nettoies, tu enlèves les feuilles. Certaines filles apportent même des couvertures pour recouvrir le sol et faire l'amour tranquillement par terre. Le client, c'est le bon père de famille. T'as pas le choix. Quand tu es trans, tu dois te... Moi, j'ai toujours détesté ça, mais je faisais bien mon travail. Ça n'a jamais été mon choix, ça s'est imposé à moi. La seule chose que j'ai vraiment choisie, c'est d'être trans. Et à l'avenir, j'aimerais pouvoir continuer mes études de droit. C'est ça que j'aimerais. La Monica connaît bien. Elle a commencé à 18 ans dans les faubourgs de Buenos Aires. Rejetée par sa famille, c'est le seul moyen qu'elle trouve alors pour survivre. Militante dans son pays, Monica se bat pour les droits des transsexuels. Elle devient célèbre, la télévision argentine lui consacre même de nombreux reportages. Dans ce film, un journaliste la ramène au sein de sa famille, dans son village natal, après 10 ans d'absence. Ça, c'est ma mère. Et mon père. On voit tant de choses de nos jours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il pourrait y avoir pire. On a souvent rejeté Benito et notre famille aussi. Au début, c'était très dur pour moi, pour lui et pour ses frères et sœurs, pour tout le monde. À cause de lui, j'ai beaucoup souffert. Moi qui l'ai mis au monde,
Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir qu'il ne sera jamais une personne normale. Un homme ou une femme, mais un transsexuel. Quelle douleur! Elle n'a jamais réussi à m'appeler Monica. Pour elle, c'est difficile. Après, elle a dit que je ne fais plus partie de la famille. Comme Monica, Camille, elle aussi, a connu dès l'enfance la solitude et le désespoir. Sur les photos de mes jeunes années, je suis extrêmement triste. Je me souviens à l'âge de 7 ans déjà d'avoir envie de me supprimer parce que je n'acceptais évidemment pas mon corps, mon enveloppe. C'était épouvantable. Pour survivre, Camille décide à 40 ans de faire un choix radical. Elle se fait opérer pour devenir une femme. L'opération consiste à faire une castration bilatérale, faire une invagination. Donc on crée un vagin de toute pièce qu'on appelle un néovagin. Et on utilise donc la peau du pénis. Plus c'est long, mieux c'est. Et on va utiliser la peau des testicules pour faire les lèvres. Et pour donner quelque chose de vraiment très réaliste. Et il se trouve que c'est très bien fait. Et l'ensemble fonctionne très très bien. Je vibre comme n'importe quelle autre femme. Port d'Anvers, en Belgique, 7 h du matin. 6000 dockers, dont une seule femme, Priscilla. Il y a 5 ans, Priscilla a subi la même opération que Camille. Avant, Priscilla était un homme, elle s'appelait Roy. Moi, je travaille ici maintenant depuis déjà 25 ans. D'abord 20 ans comme homme et maintenant les dernières 3 années comme femme. Tout à fait accepté comme ça. Pas de problème. Tout le monde l'accepte. Et tout le monde a vu la transformation et a vécu les transformations avec. Priscilla a réussi un exploit, conserver son travail et imposer sa transformation dans le milieu macho des dockers. Sa journée terminée, Priscilla rentre chez elle. Elle habite à quelques pas du port. Elle partage sa vie avec Janine, une femme qu'elle a épousée bien avant sa transformation. Priscilla a dû tout réapprendre. Après 45 ans passés dans la peau d'un homme, elle veut être une femme jusqu'au bout des ongles. Janine l'a accompagnée, conseillée en permanence. Un dévouement sans faille pour que chaque geste du quotidien soit désormais celui d'une femme. Je devais vraiment apprendre toutes les manières d'une femme. Comment une femme fait, comment une femme marche, comment elle mange. Tout, on doit vraiment changer. Et ça, c'est naturellement pas facile à faire après 45 ans. Naturellement, c'est aussi Janine qui m'a vraiment appris tous ces trucs-là, qui a aussi, et me donne toujours des remarques quand je fais quelque chose pas juste, ou dit « Ah, mais fais ça comme ça, ou fais ça comme ça ». Pendant 45 ans, Ronnie a donc joué un rôle, celui d'être un homme. Il a fait son service militaire. C'est à cette époque qu'il rencontre Janine. Ils s'aiment. Il passe devant monsieur le curé le 6 juillet 1974. Le bonheur est sans nuage. Pourtant, pendant 20 ans, Ronnie va cacher sa différence. Pendant toute cette année, j'ai toujours mis le plus souvent possible des vêtements féminins. Mais en cachette. En cachette. Il faisait des sports très masculins, faisait du vol à voile, rallye, il a conduit rallye, il a fait des sauts de parachute, donc c'est très masculin. Hein. Je ne vois pas quand on voit un type comme ça, qu'on croit qu'il veut devenir femme. Il aura mon idée, non? Et sexuellement, c'était... Normal, je trouve. Vous aviez des relations... Normal.
homme-femme. Oui. Pas de problème avec. Non. Ça, c'est Los Angeles. Et c'était pour notre 20e anniversaire de mariage qu'on était là. Et que Priscilla, à ce moment, Ronnie encore, a essayé de parler de sa transsexualité, qu'il m'a dit « Je veux m'habiller en femme et je veux que vous me maquillez ». Donc, j'ai dit « Vous êtes venu dingue, vous habillez en femme et vous maquillez ». Mais à ce moment, je pensais « C'est un jeu et ça va se passer ». Ce n'était pas un jeu, cela faisait des années que Ronnie mûrissait sa décision. Pendant des mois, il a persévéré, il voulait convaincre Janine d'accepter son changement de sexe. Janine ne voulait pas perdre Ronnie, par amour, elle a accepté que Ronnie devienne Priscilla. Ronnie, ton départ me rend très triste. La vie n'était pas toujours simple avec toi, mais je t'aimais quand même. Priscilla, j'espère et je te promets d'aimer Priscilla autant que Ronnie. Je sais que je ne suis pas toujours facile avec toi, mais notre amour restera toujours. Janine. Et quand vous avez lu ça? Directement des larmes. Directement des larmes. C'était quand même très émotionnel. Une chose pareille. Ronnie, devenue Priscilla, a donc continué à vivre avec Janine, la femme de sa vie. Ça, c'est la bonne. Ton rêve. Mon rêve, ah oui, d'accord, mon rêve. Mon plus grand rêve, c'est de faire de nouveau notre mariage. Moi, en long. En blanc, dans une robe longue. Dans une robe longue. Ça, c'est mon rêve, mais je peux dire notre rêve. Et vous allez le faire un jour? Oui, je crois, oui. Je crois, oui. On va le faire. Je sais pas quand. Moi en jupe long et peut-être elle en smoking blanche. Comme n'importe quel couple, le 31 décembre, Priscilla et Janine s'apprêtent à fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre. La fête a lieu dans un hôtel cossu de la banlieue de Bruxelles. Après l'opération, Janine et Priscilla ont refusé de vivre en recluse, en marginale. Elles continuent à vivre normalement, à sortir et à s'amuser. Ce soir, parées de leurs plus beaux vêtements, Janine et Priscilla vont passer de longues minutes à parfaire leur apparence. Et quand Priscilla se pomponne, Janine n'est jamais avare de conseils. Janine m'a appris tout le maquillage, parce que naturellement, elle connaît. C'était facile de m'apprendre et de me... Non, c'était pas facile. Non, pas du tout, mais aussi de me corriger, disons. Quand j'ai commencé, ça c'est tout à fait autrement. Hein. Oui, encore avec le barbe et tout. On doit enlever tous les poils de chaque poil de barbe. Et on doit le faire, disons, 7 ou 8 fois par poil. Vous allez compter. C'est pour tout le monde environ 150 ou 200 heures. Ça fait mal. C'est la chambre de torture. Vraiment. L'opération, moins pénible que l'électrolyse. Ouais. I am what I am. I am my own special creation. En beauté, les deux amoureuses sont enfin prêtes pour le bal. Yes, ladies and gentlemen, the village people. Happy
Hasard de la fête, Priscilla rencontre un vieux copain de régiment. On se rencontre après combien de... Ah oui, 72, alors on a compté il y a 25 ans, oui. Ouais. Plus de 25 ans. Vous l'auriez reconnu? Non. 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 Oui, moi oui, mais on l'est. Non. Vous ne l'avez pas reconnu? Non. Non, pour dire la vérité, non. C'est elle qui m'a dit par le chef ici, je connais ce monsieur-là. Il dit, impossible, j'ai jamais vu cette femme. Et alors, au bar, j'ai dit, tiens, c'est le moment pour parler un tout petit peu. Et là, ça me surprit, oui, c'est vrai, elle me connaît, oui. Elle a dit des détails qui sont justes, qui sont vrais. Ouais, voilà. Après 25 ans de mariage, les sentiments qui unissent Janine et Priscilla ont été plus forts que toutes les transformations. L'enquête ordonnée par le procureur continue. 2 semaines avant leur mariage, Camille et Monica sont convoquées au commissariat de police. Isabelle, leur témoin, sera entendue elle aussi. Les policiers veulent vérifier que Monica se marie bien par amour et non pas pour obtenir la nationalité française. Les 3 jeunes femmes sont interrogées séparément. Non, t'as été auditionnée par une dame? Laquelle? La blonde? La blonde, ouais, la petite blonde. D'accord, ok, ça c'est bien J'ai eu passé. droit aux questions depuis quand elles se connaissent. Depuis quand elles se connaissent, quand est-ce qu'elles se sont rencontrées, depuis quand elles habitent Tinder, voilà, des questions toutes simples. Et c'était dans quel but ces questions? Pour la régularisation des papiers de Monica, je pense, pour pouvoir voir si c'est pas un mariage blanc. C'est vraiment pathétique, quoi. Vraiment, c'est ahurissant. Après 2 heures d'interrogatoire, Monica sort soulagée. Ses papiers sont en règle et elle pense avoir convaincu les policiers de sa bonne foi. C'était pas trop difficile? Ça a été? Ils disent que j'utilise le mariage pour avoir mes papiers. Je leur ai apporté la preuve que j'ai fait ma demande de titre de séjour avant de te rencontrer. Et ensuite, quand on a fait la demande de mariage, j'avais déjà mon titre provisoire de séjour. Jamais j'ai utilisé ce mariage pour obtenir des papiers. Une épreuve de plus. Hein. J'ai bien compris la fonction de la police. Les 2 fiancés restent optimistes. Mais je crois que c'est possible le mariage. Mais je sais bien, ma chérie. Camille et Monica sont persuadées qu'elles vont pouvoir se marier. Le soir même, elles décident d'aller faire la fête. Elles sont les invitées d'une soirée militante contre l'homophobie organisée par les Verts. Invité lui aussi, Noël Mamère, le maire de Bègle. Très bien. Ça va bien? Alors, comment se passent vos affaires? Nous sommes de dangereux criminels, nous nous aimons. Oui, voilà. C'est très dangereux ça. Ton mari chez Noël Mamère? Simplement parce que nous n'habitons pas Bègle. Je demeure depuis quelques années à Rueil-Malmaison. On se marie sur son lieu de résidence. C'est la condition sine qua non à ce mariage. Ça serait épatant au fond de pouvoir se marier où on le souhaite. Mais ce n'est pas on peut possible. le faire aujourd'hui, on peut se marier où on le souhaite, mais c'est comme ça. Camille et Monica ont décidé de se marier à l'endroit où ils vivent, mais c'est très bien. Et je vois pas très bien comment Monsieur Ollier, qui ne fait pas partie des plus grands progressistes de ce pays, va pouvoir résister plus longtemps. Il paraît même qu'il dit dans les couloirs de l'Assemblée nationale que ce serait moi l'instigateur de cette affaire. On ne prête qu'aux riches. Nous ne sommes pas à Bègle, chez M. Mamère. Je pense qu'il y a là incontestablement une volonté d'un mariage militant. Et Rueil n'est pas fait pour cela. En tout cas, la ville dont je suis le maire n'est pas prête à se prêter au jeu d'un mariage militant. Palais de justice de Nanterre. 10 jours avant leur mariage, Camille et Monica vont tenter de convaincre la justice qu'elles ont le droit de se marier comme n'importe quel couple. J'attends que le procureur soit courageux et lève évidemment cette interdiction momentanée de mariage. Je crois que ce serait la meilleure réponse à faire s'il veut que les citoyens croient encore en la justice de ce pays.
C'est leur avocat, Maître Piera, qui va plaider pendant 2 heures. Une audience à huis clos où les caméras sont interdites. Il va tenter de prouver que les 2 époux sont consentants et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un mariage blanc. Après sa plaidoirie, Maître Piera est optimiste. Nous avons apporté aujourd'hui à la présidente tous les éléments qui montrent bel et bien qu'il s'agit d'une histoire d'amour, avec l'ensemble des documents administratifs, factures de téléphone et factures d'EDF, prouvant qu'elles vivent ensemble et que tout est en bon ordre et que les états civils sont conformes, corrects, il n'y a aucun faux papier, tous les documents sont là pour qu'il n'y ait pas de possibilité de s'opposer. J'attends la confirmation de la date du mariage et après, on va choisir les robes. Vous téléphone immédiatement à l'une ou à l'autre, ou à toutes les deux ou que ce soit, pour vous indiquer si on ouvre le champagne rosé ou le champagne autre, mais de préférence rosé, j'aimerais bien. J'aime beaucoup ça. Parfait. Décision du tribunal dans 1 semaine. En attendant, les 2 fiancés continuent d'y croire et poursuivent leurs préparatifs. Elles sont pas mal, hein? Celle-ci, j'aime bien, là. Elle est beaucoup plus simple. Ouais. Pas question de se paxer ou de vivre en union libre. Ce qu'elles veulent, c'est un mariage dans la tradition. Oui, très simple. Vous avez l'œil, hein, il me semble. Hein? C'est magnifique. Le pacte, c'est un sous-mariage et ne correspond pas à notre demande. Voilà. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, se marier, c'est vraiment un signe d'engagement. Et je tiens à m'engager avec Monica. Et j'espère pour la vie. Ça vous surprend, madame, de voir 2 femmes se marier? Sur le moment, oui, parce que c'est vrai que c'est hors des normes, mais ça reste quand même... Et des transsexuels? Madame, je ne pose pas de questions, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Porter de la vie. Voilà, porter de la vie. Une semaine plus tard, la justice va rendre sa décision. Camille et Monica vont enfin savoir si elles peuvent se marier. Un courrier du tribunal les attend à la mairie de Rueil. Merci. J'ai 2 petites signatures à vous demander. D'accord, donc ça c'est à toi. Et la réponse est non, le procureur s'oppose au mariage. Ils prétendent que c'est un mariage sans consentement, hein, mutuel évidemment. Alors moi, ce que je propose à monsieur le moraliste, je suis prête à passer au sérum de vérité au pain total. C'est-à-dire que je veux bien même qu'on me chauffe les pieds dans une cheminée pour savoir l'exacte vérité de mes intentions. Et la seule intention était c'est un vrai mariage d'amour. Selon le procureur, le mariage de Camille et Monica est un acte militant placé sous le signe de la provocation. Je suis indigné, je suis en colère, mais ça c'est évident. Camille est française, parisienne, et on est en train de violer la loi dans son propre pays. Dans mon propre pays, la loi ne s'applique pas. C'est choquant. On va faire une 2e demande de mariage avant de porter plainte pour discrimination. Et s'il y a un 2e refus, nous irons nous marier en Argentine. Au 2e étage de l'hôtel de ville, le maire de Rueil se sent conforté par la décision du procureur. On ne peut pas faire en sorte d'ignorer qu'il existe des limites dans la société qu'on n'a pas le droit de dépasser. Et tout ce qui est effet de mode, provocation, effet médiatique, c'est l'écume des choses. Et on peut effectivement, avec cette écume, considérer que les problèmes sont sérieux et graves. En vérité, ce n'est que l'écume des choses. Dieu soit loué, la société est plus forte, plus solide que cette écume-là. 28 mai 2005, c'est aujourd'hui que Camille et Monica devaient célébrer leur union. Mais c'est un autre couple qui se marie à leur place. Malgré leur déception, elles ne renoncent pas. Elles ont fait appel de la décision du procureur. Camille et Monica espèrent devenir mari et femme avant la fin de l'année. San Francisco, en Californie. Cet homme s'appelle James Green. Pour ce militant de la cause transsexuelle, c'est un grand jour. Le conseil municipal doit voter un arrêté pour rembourser les transsexuels qui veulent se faire opérer. J'ai travaillé 4 ans pour en arriver là.
4 ans de réunions, de collecte d'informations, pour essayer de convaincre les responsables qui prennent les décisions. En fait, le texte qui va être adopté prévoit que chaque employé de la ville de San Francisco paiera 120 francs par an pour prendre en charge les interventions chirurgicales et les traitements médicaux nécessaires à la transformation. La communauté des transsexuels de San Francisco est active et son influence politique n'est pas négligeable. Nous voulons être sûrs que nos employés transsexuels bénéficient des mêmes droits que les autres employés. Cela ne concerne pas seulement la vingtaine de transsexuels qui travaillent à la mairie de San Francisco. Avec cette mesure, nous voulons envoyer un message clair à tous les transsexuels de la ville et même du monde, pour leur dire que tous les transsexuels ont droit à la même dignité et au même respect que n'importe quel citoyen. La Californie est l'endroit de la planète où l'on voue au corps un véritable culte. Contrairement aux apparences, James Green a été une femme. C'est quoi ces cicatrices sur la poitrine? J'ai des cicatrices parce que je me suis fait enlever les seins. Je suis né dans un corps de femme et j'ai eu la puberté d'une jeune fille. Mais toute ma vie, j'ai su que j'étais un homme et que je deviendrais un homme. Mais comme j'ai eu une puberté de femme, j'ai dû avoir recours à la chirurgie pour me faire enlever les seins. James Green ne s'est pas toujours appelé James. Ses parents l'avaient baptisé Jamison. Elle a grandi comme une petite fille de la classe moyenne américaine. Études au collège, puis l'université. Mais dès son plus jeune âge, la petite Jamison connaît un malaise psychologique profond. Ce n'est qu'à 39 ans que Jamison est devenu James. Vous avez subi d'autres interventions? Oui. J'ai eu une reconstruction génitale. Mon sexe n'est pas vraiment comme celui d'un autre homme, mais il n'a plus rien à voir avec celui d'une femme. Le traitement à la testostérone, l'hormone mâle, a fait pousser la pilosité, grossir la masse musculaire et changer la voix. Comme beaucoup de papas, James va chercher sa fille à la sortie du lycée. Aujourd'hui, on est mercredi et comme tous les mercredis, ils vont passer la journée ensemble. Ma compagne à l'époque voulait absolument avoir un enfant. Elle me l'a dit dès le départ, quand on a commencé à vivre ensemble. On avait une belle vie à l'époque et j'avais envie, moi aussi, de la partager avec des enfants. On avait envie de faire comme tout le monde, de transmettre la vie. Je n'ai pas de spermatozoïdes, alors on est allé à la banque du sperme et on a choisi un donneur qui me ressemblait. On a fait une petite fête, ma compagne et moi, avec du champagne. Ensuite, on a pris la seringue et on a déposé le sperme dans l'endroit approprié. Et par bonheur, ma compagne est tombée enceinte. Le bébé, une petite fille, est venue au monde 9 mois plus tard. Aujourd'hui, elle a 16 ans. Lorsque sa fille est née, James était encore une femme. Pourtant, l'administration américaine l'a déclaré à sa demande comme le père de l'enfant. Une telle décision est impossible en France. James a commencé sa transformation plus tard, quand sa fille avait 3 ans. Sa barbe a commencé à pousser. À part ça, je ne me souviens de rien. Ah si, sa voix est devenue plus grave. Mais il n'est pas devenu quelqu'un d'autre. C'est toujours la même personne.
Il était déjà du genre masculin avant. C'est vrai. J'ai toujours été masculin, toujours très mâle. Les femmes que j'ai connues me disaient toujours « Mais tu es un vrai mec ». Pourtant, je n'ai pas l'impression d'être macho, pas du tout. Pas facile pour un enfant de grandir avec des parents aussi étranges. Pendant longtemps, la petite fille a caché son secret. Pendant longtemps, à l'école, je ne voulais pas dire que mon père était transsexuel et ma mère lesbienne. Parce que j'avais peur de perdre mes amis. Et je n'aurais pas supporté de perdre mes amis. On n'est pas des alcooliques. On n'est pas des Certaines amies de ma fille ont été victimes de parents alcooliques ou Elles ont vécu les divorces dramatiques de leurs parents, des divorces bien pires que le mien. Notre situation n'a rien de tragique. Si j'ai pu causer des problèmes, je le regrette. Mais je devais vivre ma vie. Je ne pense pas souvent à l'homme qui a donné son sperme, parce que j'ai mes parents. Je sais que mon père n'est pas mon père biologique, mais c'est lui, mon papa. Est-ce que j'ai envie de devenir un homme? Non, je ne me sens pas du tout comme un homme dans un corps de femme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se posent cette question. Moi, je me la suis posée forcément. Et je suis parvenue à la conclusion que non, je ne suis pas un homme. Drummondville, au Canada, entre Montréal et Québec. J'ai toujours eu des comportements beaucoup plus garçons. Je me suis jamais identifié à une fille d'ailleurs. Depuis tout jeune, tout ce que je me rappelle, c'est lorsque je me visualisais, c'était un garçon. Je rêvais d'être joueur de football professionnel. Quand j'avais 4-5 ans, ma mère me disait « On va aller te faire poser un pénis en plastique. » Puis ça m'a resté marqué. Elle se prénomme encore Annick, mais tout le monde l'appelle déjà Nick. Il y a bien longtemps qu'elle s'adonne à des sports pas franchement féminins, qu'elle n'a plus mis de jupe et qu'elle ne supporte plus ses seins. Ça a toujours été un problème, les seins. Je me suis toujours senti mal à l'aise avec ça. Je les ai toujours détestés. Donc, le plus tôt ils vont être partis, le plus tôt mieux je vais être. Ah ouais? Ouais. Pourtant, ils sont pas gros. Non, mais ils sont là. D'ailleurs, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours porté des chandails amples, des soutiens-gorge fermes pour aplatir au maximum. Donc, quand ils seront plus là, ça va juste être un soulagement. Un grand soulagement. Nick a décidé de commencer le traitement qui va la transformer. Prendre de la testostérone, l'hormone mâle, a bien des conséquences, même sur la durée de la vie. On réduit notre espérance de vie de 7 à 8 ans avec la testostérone. Parce qu'on devient physiquement un homme, et l'homme a une espérance de vie de 7 à 8 ans inférieure à la femme. L'estrogène protège le système, donc en injectant de la testostérone, l'espérance de vie est diminuée de 7 à 8 années. C'est énorme. C'est la différence entre un homme et une femme. Et vous êtes prêt à payer ce prix-là? L'endocrinologue m'a posé la question. J'ai dit certainement, elle va être plus belle. La vie est devenue plus belle pour Nick lorsqu'il est tombé amoureux de Lynn. À l'époque, Lynn n'était pas Lynn, mais Serge. D'ailleurs, à ce moment-là, Nick n'était pas encore Nick, mais bien toujours Annick. C'était il y a 2 ans, ils travaillaient dans la même entreprise. Aujourd'hui, comme n'importe quel couple d'amoureux, ils font leurs courses ensemble. Des courses au cours desquelles la femme a un comportement de femme et l'homme un comportement d'homme. Je
pense pas que je suis un bon compagnon de shopping pour Lynn non plus. Non. Pas, surtout pas dans un magasin de bonnes femmes. Ça c'est exactement mon style. Lorsque j'étais jeune, je disais, maman, je veux être une fille. Non, elle dit, tu vas un beau garçon. Mon père s'était fait un homme de toi, t'es un gars. Mais en dedans, par exemple, c'était... Comment je peux dire? C'était le malheur. Ça fait pas un peu chic par-dessus le costume de bain, ça dépend. La tortue sèche, quoi, quand tu décides de dire, OK, ça marche, je me soumets. Et là, tu vis ta vie de garçon. Ce que ça donne comme résultat, c'est que tu te retrouves avec des conjoints qui disent, toi, tu étais sûrement une femme dans une autre vie. Et j'en étais personnellement convaincue. Tu caches ton sexe entre tes deux jambes parce que tu trouves pas ça beau, tu trouves pas ça esthétique, puis tu veux pas que ça soit toi. Vous avez été mariée avant? J'avais vraiment pas beaucoup de libido. Souvent, c'était même la femme qui faisait les avances. La partie pénétration était pas du tout importante par rapport à la relation. Ça, c'était la corvée. C'était pas quelque chose que j'appréciais. Les hommes. Je me rends compte maintenant que c'était pas vraiment du désir sexuel, c'était une recherche de masculinité, une identification. Ça a toujours été des hommes auxquels je voulais ressembler, a priori. Puis nos problèmes ont toujours été d'ordre sexuel avec mes conjoints parce que c'était des meilleurs amis, on avait toutes les mêmes activités, mais lorsqu'on parlait de relations, vraiment comme un couple normal, mais là, ça fonctionnait plus. Puis donc maintenant, ça me manque vraiment pas. Ah, je m'excuse. Oui. Lynn, elle est douce ou elle est parfois brutale? Je me fais battre une fois par semaine. Depuis qu'on se connaît, on a eu à peine de vie sexuelle, je dirais, normale. Je compte les volets. On a ni l'un ni l'autre beaucoup de libido. Et puis, si je regarde que ça fait bientôt 1 an que je suis en hormonothérapie, un des effets de l'hormonothérapie est une castration chimique. Alors, à ce moment-là, je dis, t'as une perte de libido complète. Et puis, bon, il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus rien qui bouge, là, qui fonctionne. La perte d'érection. On vit une relation complètement platonique. Nos corps n'ayant pas été modifiés, c'est comme si ça ne fonctionne pas. Je ne serais pas capable, d'ailleurs, d'avoir une relation avec quelqu'un en pensant qu'il peut avoir du plaisir avec un corps qui n'est pas encore tout à fait le mien. Et aujourd'hui, vous avez envie d'homme ou de femme? Pour l'instant, ni un ni l'autre, mais éventuellement, sûrement les femmes. Je me sens incapable, que ce soit avec un homme hétéro ou avec une lesbienne, je serais pas capable parce qu'elle serait intéressée à mon corps de femme. Donc, Lynn s'appelle encore Serge, il n'a pas encore été opéré. Dans sa famille, tout le monde n'a pas accepté sa métamorphose, mais tout le monde ne l'a pas rejeté. C'est chez sa petite sœur que le couple vient dîner ce soir. Quand Serge me l'a appris, moi je pensais qu'il était pour m'annoncer qu'il était homosexuel. Et quand il est venu, là, et que je l'ai vu en jupe, je me suis dit, bon, mais c'est vrai, il est sérieux, là. Il avait du vernis à ongles et puis il était maquillé. Avec un rouge à lèvres, d'ailleurs, qui n'allait pas. Depuis ce temps-là, il ne m'a plus. Mais je restais un peu l'air bête. Puis après, il y avait une question aussi de physionomie. Je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, il ne peut pas devenir une femme, il est trop grand, il a trop des grandes mains, ça n'a pas d'allure. Puis c'était mon frère, mon grand frère. Et puis après tout, je me suis dit, bon, c'est pas ma vie, hein. Évidemment, le but, finalement, c'est d'être heureux dans la vie. Puis c'est ça qu'elle faut qu'elle fasse. Bien, tu sais, moi, j'ai juste à m'adapter. Après tout, tout ce que j'ai à faire, moi, c'est changer les pronoms, là, de masculin à féminin. Mon frère, c'était celui qui me réparait mon four, ça fonctionnait pas. Ma laveuse, c'est lui qui m'installait ma laveuse. Tu sais, Lynn me fait les ongles, là. C'est quand même différent. Je me souviens, la première fois qu'elle me fait les ongles, c'était un moment surréaliste. Je me disais,
Mais je peux pas croire, je me sentais comme dans un film de Twilight Zone. Je me suis dit, elle dit, je vais te maquiller. Je me suis dit, non, je peux pas croire. Puis elle fait bien, là, mais je pouvais pas croire. Tu sais, la première fois que j'ai vu sa nouvelle pharmacie, je me suis dit, mon Dieu, il y a plus de cosmétiques ici que chez moi, là. Ça n'a pas de bon sens. Les rouges à lèvres, les vernis à ongles. Ouf, je me disais, bon, il n'y a plus de crème à raser. Ce changement de sexe d'un être humain n'est pas quelque chose de facile à assimiler. Annick elle-même, vivant pourtant le même mal-être que Serge, a eu du mal à s'y faire. C'est comme j'ai hâte de rentrer à la maison le soir. Ça, c'est nouveau. Je suis bien. Je suis moi-même. Je pense que ça fait la différence. Quand on tourne le coin de la rue et qu'on voit le véhicule de l'autre dans la cour, ben, c'est plaisant, alors qu'avant, c'était « oh non! » L'autre est à la maison. Maintenant, c'est plaisant de rentrer. Avec Niki, on est tellement bien, on voit pas la fin. Les chances qu'on reste ensemble, on le sait, sont très minimes. Autant que lui va vouloir une femme plus petite et athlétique, autant que je vais peut-être vouloir avoir un grand monsieur où je me sens tout de suite dans ses bras. Alors, à ce moment-là, je dis, on fait pas de plan. Pour l'instant, ben, on vit une relation comme ça. Je considère que, bon, ben, même s'il n'y a pas de sexualité comme telle, mais il y a tellement de communication, de tendresse que c'est magique. Annick s'est fait enlever les seins il y a quelques semaines. Serge s'est aussi fait opérer. Ils ont enfin le sentiment de vivre leur vraie vie.